Salut à tous, moi c'est Yuri et je serai avec vous tout au long de ces podcasts concernant le cours d'éthique et d'économie. Et je vous invite d'ailleurs à vous référer à la synthèse si vous préférez écouter et lire en même temps. Rentrons d'ores et déjà dans le vif du sujet avec le préambule de notre cours. Pour commencer, qu'est-ce que le coefficient Gini ? Le coefficient Gini est un coefficient de mesure d'inégalité. Lorsque le coefficient est de 0, cela signifie qu'il n'y a aucune inégalité, c'est-à-dire que tout le monde a le même revenu. Et au contraire, lorsqu'il est de 1, il s'agit d'une société totalement inégalitaire. Donc c'est un coefficient qui s'utilise notamment dans différents pays. On peut se poser la question suivante. Est-ce qu'une société totalement égalitaire est juste ? En effet, on parle alors de justice distributive. Qu'est-ce qu'une distribution juste des ressources et des charges ? Les principes de justice distributive, ce sont des principes éthiques qui guident nos jugements à propos de la justice de la distribution des ressources et des charges. Notons que les États-Unis sont une des nations les plus développées, mais aussi une des plus inégalitaires. Notons également que le revenu de base inconditionnel, le RBI, n'est pas égal au revenu minimum, le RIS. Le RBI, donc Basic Income en anglais, c'est un revenu individuel qu'on octroierait à tout individu de 18 ans ou plus, sans aucune exigence particulière. Le RIS, quant à lui, est un revenu pour cibler l'aide pour les plus pauvres, qui est assorti d'obligations. En Belgique, il est notamment fourni par le CPAS. Le principe de RBI est fortement défendu par Chris Hughes, mais également par Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Elon Musk. En Suisse, en 2016, des citoyens avaient d'ailleurs introduit une proposition de loi pour donner 2500 $ par mois à chaque adulte. Cette proposition a été refusée, mais il y a tout de même 23% de la population qui avait voté en faveur de cette proposition. Si cette proposition avait été acceptée, on aurait pu se demander ce que serait devenue l'offre de travail. Passons désormais à l'introduction générale de notre cours en nous posant la question suivante. Pourquoi associer éthique et économie ? Tout d'abord, comprenons ce qu'est l'éthique. Et est-ce que éthique est différent de morale ? Les philosophes aiment distinguer éthique et morale. La morale, ce sont des règles qui gouvernent les comportements des individus pour que ceux-ci soient appropriés. Quant à l'éthique, ce serait la science morale, c'est-à-dire une discipline qui permet de structurer ces différents principes de la moralité relatifs au comportement des uns et des autres. Les règles morales peuvent être discutables ou discutées. On a, en général, grandi avec différents principes moraux qui peuvent s'avérer contre-productifs, incohérents, injustes ou autres. L'éthique va, dans ce cas-là, nous aider à revoir ou remettre en question ces règles morales. Souvent, les lois vont être fondées sur des principes moraux. Mais attention, il ne faut pas confondre loi et morale. Une loi peut être injuste. C'est pourquoi on doit pouvoir être capable de les abolir ou de les revoir. Alors, il ne faut pas confondre justice au sens éthique et au sens juridique. Revenons alors à la différence entre éthique et morale. Ce n'est pas seulement une affaire de conviction religieuse. La plupart du temps, on adhère à une religion parce qu'on nous l'a inculquée sans qu'on ne se pose de questions. Les principes éthiques sont souvent soutenus par des arguments alors que les convictions religieuses ne le sont pas. Ce n'est pas non plus seulement une affaire de conviction individuelle. En effet, la façon dont les institutions sont organisées a un effet sur les individus. Max Weber, père fondateur de la sociologie et économiste allemand, a lié l'éthique et l'économie dans son ouvrage intitulé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Une de ses intuitions, c'est que si le capitalisme est apparu en Europe du Nord, c'est lié à une certaine morale religieuse, l'éthique protestante. Pour les protestants, ce qui était important, c'était d'épargner pour le futur, ce qui a servi de capital d'investissement par la suite. D'après Weber, la morale religieuse a donc un effet sur les comportements économiques des individus. La science économique est-elle vraiment amorale ? Aujourd'hui, il y a de nombreux économistes qui réintroduisent les questions éthiques en économie. Ma thèse est telle que l'économie moderne s'est trouvée considérablement appauvrie par la distance qui a éloigné l'économie de l'éthique, déclarait Amartya Sen. L'éthique économique et l'importance de l'égalité. Pour ce point, je vous invite à vous référer à la page 3 de la synthèse où se situe un schéma explicatif. Distinguons dans un premier temps les jugements descriptifs et les jugements normatifs. Les jugements descriptifs sont visés sur les faits, sur la manière dont les agents se comportent. Dans les jugements normatifs, on retrouve l'esthétique, qui est un sujet que l'on n'approfondira pas.
et l'éthique qui concerne le juste. Dans l'éthique, il y a l'éthique individuelle et l'éthique sociale. L'éthique sociale s'intéresse au comportement individuel et au comportement social des institutions dans l'économie. Attention, un fait ne nous dit rien sur les valeurs. Par exemple, la différence entre les femmes et les hommes ne nous dit rien sur la supériorité de l'homme vis-à-vis de la femme. Dans les différentes approches de la justice distributive, ce qui va nous importer, c'est la distribution juste entre les individus. La théorie de la justice, par John Rawls, c'est qu'une institution peut être très efficace, mais si elle est injuste, l'institution doit être reformée ou abolie. D'après la théorie de la justice a donc priorité sur l'efficacité. En effet, il ne suffit pas qu'une institution soit efficace, il faut également qu'elle soit juste. Pour toutes les approches qu'on abordera dans ce cours, il y a un principe commun. Les intérêts de chaque individu au sein d'une société méritent une égale considération. Dès lors, nous sommes prêts pour attaquer le premier chapitre, j'ai nommé le revenu de base inconditionnel, première approche. L'assistance sociale aujourd'hui. En Belgique, le revenu minimum est égal au revenu d'intégration sociale. Attention, le revenu minimum n'est pas égal au salaire minimum, qui n'est pas égal au RBI. Par principe, le RIS est donné par le CPAS aux personnes considérées comme pauvres. En 2021, le revenu minimum s'élève à 1 004,37 € pour une personne isolée et pour une personne cohabitante, il s'élève à 669,58 €. Le revenu minimum est payé en espèces, donc en cash, et le cash permet aux individus de faire des choix qui satisferont davantage leurs propres préférences. De plus, le revenu minimum est non contributif, ce qui veut dire que si je n'ai jamais rien payé comme contribution, j'ai quand même droit au RIS. Il y a donc des caractéristiques communes avec le RBI. Pour rappel, le RBI, c'est le revenu de base inconditionnel. Pour rappel, une allocation contributive est une allocation pour laquelle on paye des cotisations sociales. De plus, le revenu minimum est d'abord ciblé, car en effet, des examens de nos ressources sont faits au préalable afin de voir si oui ou non, nous allons recevoir le RIS. Alors, on doit prouver qu'on n'a pas d'autres ressources, par exemple épargne, salaire, etc. Le revenu minimum ensuite est dépendant de la composition du ménage, donc cohabitant ou isolé, et enfin, il est associé à des obligations. En Belgique, pour le RIS, il y a une obligation de s'intégrer socialement, et surtout, s'intégrer sur le marché du travail. Il y a des contrats d'intégration qui se font avec le bénéficiaire du RIS pour qu'il s'engage à s'intégrer socialement. Le revenu de base inconditionnel, une proposition radicale. Le RBI est un revenu régulier versé par une communauté politique à chacun de ses membres, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie. Le RBI est donc triplement inconditionnel. En effet, il est d'une part universel, car tout le monde perçoit ce revenu. Il est ensuite individuel, donc on ne tient pas compte de la composition familiale. Et enfin, il est payé sans exigence de contrepartie. Quoi qu'on fasse, on y aura droit. Pour rappel, le seuil de pauvreté est égal à 60% du revenu disponible, qui est égal à 1 284 € en Belgique. La Belgique a un revenu minimum, RIS, inférieur au seuil de pauvreté. Cela implique donc que les gens restent dans la pauvreté. Attention, ce n'est pas parce que le RBI est universel que le revenu de chacun augmente. En effet, pour offrir ce RBI, il faut bien évidemment le financer, et plus précisément, le financer avec l'impôt. Il y a d'ailleurs une différence entre ceux qui payent et ceux qui reçoivent le RBI. Pour plus de précision, je vous invite à vous référer au schéma présent sur la page 9 de la synthèse. Le revenu minimum, qui correspond au RIS, n'augmente pas avec un emploi. Il n'y a donc pas d'incitation à trouver un job. En effet, malheureusement, les gens ne sont pas motivés à travailler, car en ne travaillant pas, ils reçoivent 1 004 € en tant qu'isolés. Tandis que s'ils travaillent pour, par exemple, 500 €, ces 500 € seront déduits des 1 004 €. Il recevra alors 504 €. Et la personne touchera au final 1 004 € comme si elle n'avait pas travaillé. En bref, en travaillant, on reçoit le même montant final que si on ne travaillait pas. Au final, ça pousse à une certaine fainéantise de la part des gens. Ces derniers temps, il y a eu un regain d'intérêt pour le RBI et il est légitime de se demander pourquoi un tel regain d'intérêt. D'abord, on a la pandémie Covid. La pandémie nous a amené à nous demander ce qu'il se passe quand une grande partie des individus perdent leurs emplois
et également à se demander s'il ne serait pas intéressant d'octroyer un RBI afin de compenser cette perte d'emploi. Ensuite, on a la crise de 2008. Cette crise a eu un grand impact, surtout aux États-Unis, où il y a eu une grande remise en question sur le sujet de la pauvreté. Enfin, on a également un regain d'intérêt dû aux profondes transformations du marché du travail. Il y a de moins en moins de travailleurs qui ont une carrière stable dans une entreprise. Les trajectoires de carrière sont davantage aléatoires. Travail à temps partiel, changement d'emploi, etc. Ces transformations du marché du travail ont des avantages. Davantage de liberté, par exemple, mais également des inconvénients. Pas trop de sécurité d'emploi. Et cela mène potentiellement rapidement à la pauvreté. Cela implique le fait qu'on ne peut plus vraiment commencer à faire des revenus pour chaque catégorie de personnes, vu que chaque individu devient une catégorie à lui-même. On se demande donc si le mieux ne serait pas de mettre un RBI afin de protéger tout le monde. Le RBI, rapide retour sur l'histoire. Le RBI est très ancien. De nombreux penseurs, tels que Charlier dans son ouvrage « Solution du problème social » paru en 1848, ont pensé à créer un RBI. Actuellement, il y a un seul endroit sur Terre où il y a un revenu de base. C'est aux États-Unis et plus précisément en Alaska. On appelle cela le Permanent Fund. En effet, si on réside en Alaska, on a droit à un dividende annuellement. Hammond, gouverneur de l'Alaska, estime que la richesse des fonds souverains appartient à tous les résidents de l'Alaska, présents ou futurs, adultes ou enfants et travailleurs ou non. Si quelqu'un ne peut pas prouver qu'il a encore un lien avec l'Alaska, dans ce cas, cette personne perd son droit au dividende. En 2021, ce dividende annuel s'est élevé à 1114 $ par personne. Dans le cas de l'Alaska, il est important de souligner qu'aucun prélèvement n'est effectué pour distribuer ce revenu de base annuel. Il n'y a donc pas de contributeur net. Passons désormais au deuxième chapitre de ce cours, appelé l'utilitarisme. En guise d'introduction à la pensée utilitariste, évoquons la première version du célèbre Trolley Problem, qui a fait l'objet d'une expérience psychologique très discutée. Dans la première version du Trolley Problem, il faut s'imaginer être sur le pont. Nous voyons un tram arriver, dont apparemment les freins ne fonctionnent plus. Nous sommes donc désespérés dans cette situation, puisqu'un peu plus loin, sur les rails, se trouvent 5 ouvriers qui travaillent et qui n'ont pas l'air de voir arriver le tram. Il paraît donc évident que si le tram ne freine pas, les 5 personnes vont mourir. Toutefois, une solution s'offre à nous. En effet, il y a un levier qu'on peut enclencher pour faire bifurquer le tram et par conséquent le faire aller par les rails de gauche. Mais problème, un ouvrier se trouve sur ces rails-là. La question qui se pose donc maintenant, c'est de savoir quel comportement juste serait le mieux à avoir dans cette situation. Laisser le tram continuer tout droit et donc être certain que 5 personnes décèdent, ou faire bifurquer le tram et faire en sorte qu'un seul ouvrier ne meure. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne réponse pour ce dilemme. Lorsque, lors d'expériences psychologiques, ce dilemme est posé, la majorité des gens décident d'actionner le levier d'aiguillage et de sauver, par conséquent, 5 personnes plutôt qu'une seule. Dans cette première version du Trolley Problem, généralement, nous adoptons donc intuitivement un principe utilitariste. Nous jugeons l'action en examinant ses conséquences sur le bonheur et la souffrance. Il s'agit alors d'une théorie conséquentialiste. Dans un premier temps, les utilitaristes vont considérer l'utilité comme le bonheur. La révolution utilitariste. Pourquoi commencer le cours par l'utilitarisme ? L'utilitarisme est central en économie du bien-être. On y fait référence lorsque, par exemple, on calcule une fonction d'utilité. En économie, l'utilitarisme est donc incontournable, même s'il est souvent implicite. Les principes utilitaristes sont centraux dans un grand nombre de décisions de politique publique. 3 auteurs sont importants pour la pensée utilitariste: Jerry Bentham, James Mill et John Stuart Mill. Bentham est celui qui a fondé l'utilitarisme de par ses thèses et ses ouvrages. En 1789, ce dernier écrit ceci: « La nature a placé l'humanité sous l'empire de 2 maîtres, la peine et le plaisir. C'est à eux seuls qu'il appartient de nous indiquer ce que nous devons faire, comme de déterminer ce que nous ferons. » Un spécialiste de l'éthique, Jean-Cassien Billier, tient les propos suivants à propos de Bentham. Toute la philosophie de Bentham repose sur cette anthropologie psychologique, c'est-à-dire sur l'idée que les individus agissent en visant à maximiser leurs intérêts, autrement dit, en maximisant le plaisir et en minimisant la douleur. On peut alors dire que la théorie de Bentham est une théorie hédoniste.
Les utilitaristes, et notamment Bentham, vont introduire des nouveautés radicales en éthique. L'éthique ne dépend pas de la volonté de Dieu. Attention, cela ne signifie pas pour autant que tous les utilitaristes ne sont pas croyants. Les utilitaristes pensent plutôt que le bonheur des hommes va dépendre d'eux-mêmes et que ce ne sont pas les volontés de Dieu, ou les volontés de ceux qui croient en Dieu, qui vont dicter ce que les hommes doivent faire ou feront. Ensuite, l'éthique est une doctrine strictement conséquentialiste. Une action ne peut pas être jugée comme négative en elle-même parce que, par exemple, elle serait en contradiction avec une vertu abstraite. Autrement dit, un acte ne peut pas être immoral du point de vue de ses conséquences. Il ne peut l'être que par lui-même. Par exemple, torturer est un acte jugé immoral dans les mœurs. Mais si torturer quelqu'un permet de sauver 1000 vies parce que cette personne sait où une bombe va exploser, alors l'utilitariste va dire qu'il faut le torturer. De plus, l'éthique implique une égale considération pour chacun, et est donc égalitaire. Ainsi, chaque vie en vaut une autre, même si intuitivement, nous avons tous des obligations spéciales envers certaines personnes, par exemple des parents ou des enfants. Reprenons l'exemple du trolley problem. Si la personne sur les rails de gauche était notre enfant ou notre mère, la décision n'aurait sûrement pas été la même si nous nous considérons comme utilitaristes. Bonheur ou préférence ? Voici un principe de l'utilitarisme. Au niveau d'une société donnée, une institution serait juste si elle permettait la plus grande augmentation nette possible du bonheur. La théorie utilitariste n'est pas une théorie égoïste, même si elle est individualiste quand elle est applicable du point de vue agrégé. Le problème, c'est que très rapidement, beaucoup ont dit que la thèse utilitariste était assez intéressante, mais problématique. En effet, les individus recherchent bien plus que du bonheur ou du plaisir. Le bonheur-plaisir est-il vraiment la norme qui doit gouverner nos jugements éthiques ? La version hédoniste de l'utilitarisme ne doit-elle pas être révisée ? Robert Nozick, père fondateur du courant libertarien, critique la théorie utilitariste à l'aide d'une expérience nommée la machine à expérience. La conclusion de cette expérience, c'est que les gens préfèrent vivre une vie réelle plutôt que de vivre des expériences positives, qui nous apportent du plaisir, via seulement une machine. Par conséquent, on peut dire que les utilitaristes se trompent lorsqu'ils insinuent ou disent que, pour les hommes, tout ce qui compte, c'est le bonheur et le plaisir. Ainsi, il faut adopter une interprétation moins étroite de l'utilité. Les utilitaristes disent qu'effectivement, Nozick a vraisemblablement raison. Par conséquent, progressivement s'est imposée une interprétation de l'utilité comme satisfaction des préférences individuelles. Suivant l'éthique utilitariste, la société juste est donc celle qui permet la satisfaction du plus grand nombre de préférences et qui permet la maximisation du bien-être agrégé. Malgré les critiques, l'utilitarisme reste une théorie importante et qui a eu un impact considérable. D'une part, les utilitaristes, notamment Bentham, se sont fortement intéressés à la question de la pauvreté, qui à l'époque était une question mise de côté. Ils se sont également penchés sur le problème des femmes qui avaient moins de droits que les hommes et souffraient davantage. John Stuart Mill l'a notamment fait dans son œuvre On the Subjection of Women, sortie en 1869. John Stuart Mill a, dans son ouvrage coécrit avec sa femme, évoqué le fait qu'il faut octroyer le droit de vote aux femmes. Mill va d'ailleurs soutenir les Néo-Zélandaises pour se battre pour le droit de vote et en 1893, la Nouvelle-Zélande devient la première nation à octroyer le droit de vote aux femmes. Ensuite, l'utilitarisme a également eu un impact sur la justice globale. De plus, les utilitaristes sont les principaux penseurs du végétarisme, dans le but de réduire la souffrance animale. En effet, il ne faut pas simplement réduire la souffrance des humains, mais également prendre en considération celle des animaux. Utilité, préférence, droits fondamentaux, les limites de l'utilitarisme. La première limite de l'utilitarisme, les préférences. De nombreuses préférences sont fondées sur des croyances erronées. Toutes les préférences sont fondées sur des prédictions quant au futur. On a donc très souvent des prédictions incertaines et erronées quant au futur. L'utilitariste va donc vouloir protéger les individus via par exemple des politiques qui permettent aux consommateurs de ne pas se faire avoir, avec par exemple des politiques contre la publicité mensongère. Ensuite, on a les préférences adaptatives qui sont en termes de justice distributive, je vais adapter mes préférences en fonction des options disponibles. Ainsi, Esther prend l'exemple du renard qui veut manger du raisin, mais cette grappe se trouve trop loin et par conséquent, il ne peut pas l'atteindre.
Le renard décide alors qu'il ne veut plus de raisin. Nous sommes en fait dans un monde où il y a un écart entre la réalité et les préférences. Comme je ne peux pas adapter la réalité, je décide d'adapter mes préférences. Généralement, il s'agit d'un comportement inconscient. De ce fait, nos préférences peuvent être déformées, voire biaisées. Ensuite, on a les préférences dispensieuses, qui sont des préférences chères. Au plus l'individu est riche, au plus il aura la possibilité d'accomplir ses préférences. On a également les préférences illégitimes, qui sont des préférences dites injustes. Ici, on prend l'exemple d'une société dans laquelle on a une majorité de la population qui est raciste et une minorité de personnes de couleur qui sont donc discriminées. Du point de vue de l'utilitariste, si une grande majorité des individus satisfont leurs préférences, dans ce cas, leurs préférences racistes, il n'y a pas de problème parce que le bien-être agrégé sera supérieur. Il est donc essentiel d'avoir une société qui protège les droits et libertés des individus, peu importe l'impact sur le bien-être agrégé des individus. Peter Singer a d'ailleurs dit que, d'après lui, l'esclavage a été aboli parce que ça créait plus de souffrance que de bonheur, autant pour les esclaves que pour les esclavagistes. Ce ne serait donc que pour le bien-être agrégé que l'esclavage ait été aboli. Ce qui n'est pas correct vu que cela signifierait qu'on ait violé les droits et libertés des individus. La deuxième limite de l'utilitarisme, c'est protéger les droits et libertés. Ce point peut être vu comme lié aux préférences illégitimes. Voyons une deuxième version du trolley problem, qu'on nomme The Fat Man. Dans cette version, il n'y a pas d'aiguillage. Nous sommes sur le pont et à notre gauche se trouve un homme obèse, lui aussi sur le pont. Le tram arrive toujours à toute vitesse et va, si nous ne faisons rien, percuter à mort les 5 personnes se trouvant au loin sur les rails. Une idée nous vient alors. En poussant l'homme obèse, ce dernier s'écraserait sur les voies et cela permettrait alors d'arrêter le tram. L'utilitarisme, étant une théorie qui justifierait le meurtre de l'homme obèse dans le but de sauver 5 vies, ne protège donc en rien les droits et libertés du fait de sa caractéristique conséquentialiste. Or, il est essentiel de tenir compte du fait que certains droits doivent être protégés indépendamment de leurs conséquences. Enfin, la troisième limite de l'utilitarisme, c'est le paradoxe d'Easterlin. La croissance économique est souvent justifiée comme permettant le bonheur d'une société. Or, les sociétés les plus riches ne sont pas forcément les plus heureuses. C'est donc le paradoxe d'Easterlin. En effet, avec les préférences adaptatives et comme on l'a vu, les individus adaptent constamment leurs préférences en fonction de la réalité dans laquelle ils vivent. Dans les sociétés très riches, de nouvelles aspirations émergent tout le temps et nous ne sommes alors généralement pas satisfaits. De plus, le bonheur est une notion relative. Nous déterminons notre vie plus ou moins accomplie en fonction de ce que nous observons chez les autres, ce qui implique par conséquent que le bonheur agrégé ne va pas augmenter. En effet, si tout le monde voit son bonheur à la hausse, le bonheur agrégé va alors rester constant. Ce qui nous importe vraiment, c'est le fait d'acquérir un bien positionné. C'est donc un bien qui nous permet de nous distinguer des autres. Au plus j'en achète, au plus je serai heureux et satisfait. Toutefois, dire que la croissance économique n'a aucun effet sur le bonheur d'une société n'est pas vrai. En effet, la croissance économique a tout de même un effet sur le bonheur. Mais cet effet n'est simplement pas aussi important que ce que l'utilitarisme nous fait croire. Et voilà donc pour ce premier podcast du cours d'éthique et économie. J'espère que ça vous aura aidé dans vos études. Et alors, je vous souhaite bon courage. Et si vous me suivez toujours, on se retrouve dans le prochain podcast. C'était Yuri. Ciao, ciao.